la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Par conséquent, mesdames, messieurs, retenez l'idée qu'à l'origine, le seul organe de protection était la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et comme je l'ai dit au début de cette conférence, cette commission a fait un travail considérable. La commission n'est pas quelque chose d'inconnu dans le système international. Toutes les conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme ont prévu des organes qui ne rendent pas de décision obligatoire. Si vous prenez le Comité des droits de l'homme créé par le Pacte international sur les droits civils et politiques, eh bien le Comité des droits de l'homme ne rend pas des décisions obligatoires. Si vous prenez le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, lui aussi ne rend pas des décisions obligatoires. Si vous prenez le Comité contre la torture ou le Comité sur les droits des femmes, etc., sur les 8 conventions des Nations Unies avec des mécanismes de protection, eh bien tous ces mécanismes de protection au niveau des Nations Unies ne rendent pas des décisions obligatoires. Pourquoi? Parce qu'au niveau universel, l'idée de créer aussi un organe juridictionnel n'est pas encore mûre et ne sera pas mûre pour autant. Vous avez un cours sur la Cour internationale de justice. Vous voyez que la Cour internationale de justice ne peut en quelque sorte être saisie que si les États ont fait un certain nombre de démarches, soit la déclaration facultative de l'article 36, soit la clause compromissoire, etc., etc. Donc, voilà ce qui s'était passé lorsque la charte a été adoptée, seulement une commission chargée de la protection. Eh bien, cette protection des droits de l'homme, elle peut être, la commission, dans sa fonction de protection des droits de l'homme, peut être saisie par un État contre un autre État, soit elle peut être saisie par un organe de l'Union africaine, etc. Mais le plus important, c'est que la commission peut être saisie par les individus et les organisations non gouvernementales. C'est ce qu'on appelle les communications. Donc, un individu peut adresser à la commission une communication. Qu'est-ce que ça veut dire une communication? C'est-à-dire une plainte. Il dit que son droit, par exemple à la vie, son droit à un procès équitable, son droit au travail, son droit à la santé, que sais-je encore, a été violé et il présente une plainte à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sous forme d'une requête. Sous certaines conditions, évidemment. Il ne s'agit pas qu'à partir du moment où il subit une violation, il saisit la commission. Il y a des conditions, c'est les conditions de recevabilité qui sont prévues par l'article 56 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les conditions de recevabilité. Shurut al-Maqbouliya, les conditions de recevabilité. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez une plainte à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, celle-là n'est reçue, voilà pourquoi on dit condition de recevabilité, elle n'est reçue que si, et seulement si, elle satisfait à un certain nombre de conditions. Ce sont 7 conditions qui sont prévues par l'article 56 de la Charte. Et parmi les conditions sur lesquelles je vais revenir avec la Cour, parce que l'article 56, par la suite, on va dire qu'il s'applique aussi pour les requêtes qui sont dirigées vers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Par conséquent, les conditions de recevabilité des communications devant la Commission sont exactement les mêmes que les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Si vous voulez, l'article 56 de la Charte s'applique aussi bien à la Commission que à la Cour. Au début, évidemment, lorsque la Charte a été adoptée, cet article 56 ne s'applique qu'à la Commission. Par la suite, on va le voir, le protocole est venu dire que ce même article 56 s'applique pour les conditions de recevabilité devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, parmi les conditions de recevabilité pour les communications qu'on va retrouver, deux conditions sont très importantes. Elles existent devant toutes les juridictions des droits de l'homme et même pas de droits de l'homme. La première, c'est ce qu'on appelle l'épuisement des recours internes. L'épuisement des recours internes. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est l'introduction de la requête dans un délai raisonnable. Introduction de la requête ou de la communication dans un délai raisonnable. Il ne s'agit pas d'attendre 20 ans ou 30 ans après et dire « Ah, voilà, moi j'ai été victime d'une violation des droits de l'homme, etc. » C'est, comme vous le savez, partout, il y a des délais, les délais contentieux, par exemple en matière de recours au excès de pouvoir, des délais pour introduire une requête devant n'importe quel tribunal, qu'il soit civil, commercial, etc. Et comme il y a par ailleurs des délais de prescription en matière pénale ou en matière de propriété. Par conséquent, donc, deux conditions extrêmement importantes, je ne vais pas les traiter maintenant. Je les laisse pour la Cour. La condition de l'épuisement du recours interne et la condition de l'introduction de la communication dans un délai raisonnable. Quant aux autres conditions, je vais vous les énoncer simplement sans les développer maintenant, parce que je vais y revenir. D'abord, première condition, il faut que dans la communication, on indique le nom du plaignant. Il ne faut pas adresser une lettre anonyme. Mais, étant donné le contexte, le plaignant peut demander à ce que son nom ne soit pas révélé. À ce que la commission garde le nom secret, pour elle seulement. Elle ne communique pas, par exemple, à l'État lorsqu'elle lui envoie la communication pour les réponses. Donc, l'indication de l'identité de l'auteur. Deuxièmement, deuxième condition, la compatibilité avec la charte de l'organisation de l'unité africaine. Compatibilité avec la charte de l'organisation de l'unité africaine. Aujourd'hui, il faut remplacer ça avec l'acte constitutif de l'Union africaine. Troisième condition, je l'ai mentionné avant-hier, ne pas contenir des termes outrageants. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État. Quatrième condition, ne pas se limiter exclusivement à des informations rapportées par les moyens de communication de masse, par les masses médias. C'est-à-dire, voilà, il se plaint, j'ai lu dans tel journal ou dans tel site électronique qu'il y a eu une violation des droits de l'homme. Il faut que ce soit sur la base de faits réels et non pas de faits rapportés par les masses médias. Quatrième condition, ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. Cinquième condition, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, la condition de l'épuisement des recours internes. La communication ne peut être présentée que si le plaignant a d'abord épuisé les recours internes. C'est ce qu'on appelle le principe de la priorité. Principe de la priorité du droit interne et
du caractère subsidiaire du droit international. En matière de règlement de conflits entre les individus et les États, de même par exemple en matière de justice pénale, la priorité c'est au droit interne. Mais si le droit interne n'arrive pas à régler le problème, à ce moment-là, on passe au stade supérieur, le stade de l'ordre juridique international. Bonjour, professeur Philidis. Ça va? Voilà. La sixième condition, c'est celle que j'ai mentionnée aussi, le délai est raisonnable. La communication doit être introduite dans un délai raisonnable. Et ici, la charte africaine a bien fait, peut-être, ou elle a mal fait, de ne pas indiquer ce délai. Elle n'a pas indiqué le délai raisonnable dont il s'agit. Elle a laissé l'appréciation du délai à la discrétion de la Commission et par la suite à la discrétion de la Cour. Alors que dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme et des peuples, de la Cour européenne des droits de l'homme, ce délai a été fixé dans un premier temps à 6 mois et il vient d'être ramené à 4 mois seulement, comme en droit interne le recours pour excès de pouvoir. Donc ça c'est la sixième condition, la communication doit être introduite dans un délai raisonnable après l'épuisement des recours internes. Enfin, la septième condition, c'est que l'affaire, le différend, ne doit pas avoir été réglé par exemple, un autre organe, par exemple le Comité des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, ou une autre juridiction sous-régionale, par exemple la Cour de justice de la CEDEAO ou de la Communauté de l'Afrique de l'Est, etc. Donc le différend ne doit pas avoir été réglé par un autre organe international ou régional. Voilà les 7 conditions de recevabilité qui ont été énoncées. Je vous les présente comme ça maintenant, sans nous attarder beaucoup là-dessus, mais nous allons revenir à cela, car comme je vous l'ai dit, cet article 56 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été étendu à la Cour africaine, et donc les conditions de recevabilité, de communication devant la Commission sont celles-là exactement les mêmes devant la Cour africaine. Et ici, on va voir qu'il y a une complémentarité de la jurisprudence de la Commission et celle de la Cour, parce que la Commission ayant été la première, d'une manière générale, la Cour a repris à son compte la jurisprudence de la Commission. Enfin, la troisième compétence, l'interprétation de la Charte, en vertu de l'article 45, paragraphe 3, la Commission a compétence pour interpréter toutes les dispositions de la présente Charte à la demande d'un État, un État parti à la Charte, à la demande d'une institution de l'Organisation d'unité africaine ou à la demande de l'Organisation de l'unité africaine elle-même. Les demandes d'interprétation, c'est-à-dire qu'il s'agit pour la Commission de donner un avis consultatif pour dire que voilà comment on doit comprendre, par exemple, l'article 7 ou l'article 8 ou l'article 9. Donc la fonction d'interprétation, c'est la troisième et dernière compétence de la Commission. La Commission donc a fonctionné effectivement depuis 1987 et elle continue de fonctionner jusqu'à maintenant. Le protocole de 1998, protocole de Ouagadougou, n'a pas mis fin à la Commission. Il n'a pas donc remplacé
la Commission par la Cour. Le protocole a maintenu les deux organes. Et à mon avis, c'est une excellente chose. Je vous dirai pourquoi. C'est une excellente chose. En Amérique, les deux organes existent toujours, pour le continent américain. La Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine. Au niveau européen, les deux organes ont existé jusqu'à l'adoption du protocole numéro 11 qui a mis fin à l'existence de la Commission et maintenant la compétence de droit commun appartient à la Cour européenne des droits de l'homme. Actuellement, le seul organe de mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme est la Cour européenne des droits de l'homme. Mais jusqu'à 1986, exactement, les deux organes existaient en même temps. Et la Cour ne pouvait être saisie que si la Commission rendait une décision qu'elle envoyait au Conseil des ministres, le Conseil des ministres, etc., après étude, pouvait la différer à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce qui nous intéresse, nous, au niveau du continent africain, c'est que le protocole de 1998 n'a pas mis fin à l'existence de la Commission, mais, mieux encore, il a disposé que la Cour et la Commission se complètent. Il a institué un principe de complémentarité entre la Commission et la Cour. La Commission et la Cour ne sont pas dans un rapport de concurrence, ne sont pas dans un rapport de compétition, mais l'une complète l'autre. Et on va le voir, l'une des grandes innovations du protocole de 1998, c'est que aussi bien la Cour pourra saisir la Commission et la Commission pourra saisir la Cour. Voilà, sans être trop exhaustif sur la Commission, ce que je voulais vous dire à propos de cet organe précurseur, ou cet organe premier, c'est-à-dire la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le 26 octobre 2022, nous avons deux organes de protection et d'interprétation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine, il faut dire la Commission africaine, et ensuite est venue s'ajouter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette dualité des organes pourrait, a priori, être à l'origine de conflits de compétences et surtout de contradictions au niveau de l'interprétation. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui interprètent, et donc on peut avoir des interprétations différentes. Par exemple, je prends un exemple théorique à propos du droit à la vie. Peut-être la Commission pourra estimer que, par exemple, la peine de mort n'est pas contraire au droit à la vie, alors que la Cour estimera que la peine de mort est contraire au droit à la vie. C'est un exemple comme ça, fantaisiste, que je prends. Il n'existe pas en réalité. Ne croyez pas que cela s'est passé. En réalité, jusqu'à maintenant, je ne sais pas par quel hasard, il n'y a pas eu de problème au niveau de l'interprétation. Jusque-là, la Commission et la Cour n'ont pas eu de contradiction au niveau de l'interprétation des dispositions de la Charte. Donc la complémentarité a bien fonctionné à ce niveau.
Mais on verra, je vous le dirai, que la complémentarité a mal fonctionné au niveau des rapports réciproques entre la Cour et la Commission, surtout au niveau de la saisine. La Commission n'a saisi la Cour qu'à 3 reprises seulement, alors que la Cour n'a saisi la Commission que aussi à 3 reprises. Et dernièrement, le mois dernier, il y a eu un séminaire commun ou une réunion commune au cours de laquelle les deux organes se sont réunis pendant 3 jours à Addis Abeba pour étudier précisément cette question de la complémentarité qui, à mon avis, devrait fonctionner mieux que cela. Alors, on va voir comment a été la Cour africaine, ensuite quelles sont ses compétences, et enfin nous parlerons un peu de sa jurisprudence. La création de la Cour, section première, la création de la Cour. Je vous l'ai dit avant-hier, la Cour a fêté en 2021 le 15e anniversaire de sa mise en place. Ça fait 15 ans qu'elle fonctionne réellement. Mais ça ne fait pas 15 ans qu'elle a été créée, puisqu'elle a été créée par le protocole que vous avez cité vous-même, le protocole de Ouagadougou, qui s'appelle, il a un intitulé extrêmement long, Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a été adopté le 9 juin 1998. Adopté donc le 9 juin 1998. Et qui est entré en vigueur quelque temps plus tard. Alors, la Cour n'a pas été créée par la charte elle-même, mais par un protocole additionnel. Et nous pouvons lire dans le préambule de ce protocole que les progrès accomplis par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples depuis sa création en 1987 en matière de protection des droits de l'homme et des peuples rendent en quelque sorte possible aujourd'hui la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et comme je vous l'ai dit la fois dernière, l'idée de création d'une Cour n'est pas nouvelle. Elle n'est pas apparue en 1998. C'est une idée ancienne. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, il s'agissait en quelque sorte d'une tactique ou d'une stratégie. On a différé, donc on a retardé la création de la Cour en attendant que les États africains s'imprègnent un peu de l'idée de protection des droits de l'homme. Donc la concrétisation officielle de la création d'une Cour a été adoptée par la 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement africains tenue à Tunis en 1994, lorsque a été adoptée la résolution numéro 230, dans laquelle l'Organisation de l'Unité africaine a décidé de convoquer un comité d'experts pour étudier la possibilité de création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a eu plusieurs réunions d'experts en 1995, en 1997, etc., en 1998, jusqu'à
arriver à l'adoption d'un texte. Le texte a été adopté, le texte du protocole a été adopté par la 34e conférence des chefs d'État et de gouvernement à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 9 juin 1998. Le protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Donc adopté le 9 juin 1998, il est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Ce qui est une période pas très longue par rapport au traité adopté dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine. Certains traités, pour entrer en vigueur, prennent parfois 10 ans, 15 ans, et certains n'entrent jamais en vigueur, je vous le dirai tout à l'heure. Il est entré en vigueur à la suite de sa ratification par 15 États membres. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 33 pays, 33 États membres africains qui ont ratifié ou adhéré au protocole relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme. L'élection des premiers juges a eu lieu au mois de juillet 2004. Excusez-moi, n'ont pas eu lieu en juillet 2004. Elle devait avoir lieu en 2004, mais il y a eu des problèmes et l'élection effective n'a eu lieu que le 2 juillet 2006. Pour ça, je parlais de 15e anniversaire tout à l'heure. Donc on a perdu 2 ans un peu pour se mettre d'accord sur les modalités d'élection des juges, etc. Vous voyez toujours qu'il y a un petit frein. Il y a toujours un frein de la part des États africains pour retarder la mise en place de la Cour. La Cour a officiellement commencé ses activités en novembre 2006 à Addis Abeba. Ensuite, en 2007, la République unie de Tanzanie a proposé d'abriter la Cour à Arusha, A-R-U-S-H-A. Et depuis donc 2007, le siège de la Cour se trouve à Arusha, en République unie de Tanzanie, c'est-à-dire en Afrique de l'Est. Pourquoi Arusha? La République unie de Tanzanie a voulu en quelque sorte faire d'Arusha une sorte de capitale judiciaire de l'Union africaine, de même que La Haye est un peu la capitale judiciaire universelle. Parce que déjà à Arusha, il existait une autre juridiction, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, et une troisième juridiction qui était le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc à un certain moment, on a vu à Arusha trois juridictions, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, le tribunal pénal international pour le Rwanda et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, nous avons deux juridictions, l'Afrique de l'Est et la Cour africaine, en plus du mécanisme du tribunal international pour le Rwanda. Entre 2006 et 2008, la Cour s'est occupée essentiellement des questions de logistique opérationnelle et administrative, notamment l'élaboration de la structure du greffe, la préparation du budget et surtout la rédaction de son règlement intérieur. Car comme vous le savez, comme dans toute juridiction, le règlement intérieur vient compléter le texte constitutif. Regardez-le. Le
texte constitutif dans les deux langues. En réalité, c'est ça. Donc, c'est trois fois bien. Le règlement intérieur vient préciser beaucoup de choses, de même que les instructions de procédure. De même, et en fonction d'une exigence du règlement, pendant du protocole, excusez-moi, pendant cette période aussi, il a fallu faire l'harmonisation entre le règlement intérieur de la Cour et le règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il ne fallait pas que les deux règlements soient contradictoires, donc il fallait harmoniser les deux règlements, ce qui a été évidemment un peu difficile. Donc ce n'est que en 2010 que ce processus d'harmonisation est arrivé à sa fin, et c'est en juin 2010 que la Cour a adopté son règlement intérieur. Juin 2010, donc, adoption du règlement intérieur. Et à ce moment-là, la Cour pouvait vraiment commencer à recevoir les requêtes. Le règlement intérieur de 2010 a été remplacé dernièrement, au mois d'août 2020, par un nouveau règlement intérieur. Donc aujourd'hui, le règlement qui s'applique, c'est le règlement de 2000. Le premier règlement 2010, le deuxième règlement est de 2020. C'est très fréquent dans les juridictions internationales. Prenez la Cour internationale de justice, pratiquement, le règlement intérieur, sur certains détails, change de manière assez régulière, de manière assez fréquente. Maintenant, vous allez découvrir une originalité, peut-être une monstruosité, peut-être, mais quelque chose d'assez étonnant, c'est certain. En effet, peu de temps après la mise en place de la Cour africaine, nous l'avons dit, 2004, entrée en vigueur, et 2006, élection des juges, un nouveau protocole a été adopté par l'Organisation de l'Unité africaine. C'est le protocole de Sharm el-Sheikh en Égypte du 1er juillet 2008. Point d'interrogation. Le protocole de Sharm el-Sheikh du 1er juillet 2008. Alors que la Cour africaine venait de faire ses premiers pas. Elle n'avait pas encore rendu son premier arrêt. On a adopté un nouveau protocole. Ce protocole, vous voyez bien comment il s'appelle, protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant abrogation du protocole de 1998. Le protocole de Sharm el-Sheikh, en quelque sorte, vient remplacer le protocole de 1998 qui venait d'entrer en vigueur. Et que fait ce protocole de Sharm el-Sheikh? Il vient fusionner, il vient faire une fusion entre un organe juridictionnel qui est prévu par l'acte constitutif de l'Union africaine, qui s'appelle la Cour de justice de l'Union africaine. La Cour de justice de l'Union africaine, c'est un peu l'équivalent de la Cour de justice
de la Cour de justice européenne. Un organe juridictionnel prévu, celui-là, par l'acte constitutif de l'Union africaine, et qui est chargé de régler les différends entre les États membres de l'Union africaine concernant leurs relations avec l'organisation elle-même. Donc, le protocole de Sharm el-Sheikh vient faire la fusion, donc, en une seule cour, entre d'une part la Cour de justice de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Fusion entre une cour générale, une cour de justice, et une cour spécialisée en matière de droits de l'homme. Ce qui est, comme je vous l'ai dit, d'une manière brute, assez étonnant, si ce n'est un peu rocambolesque. Alors, il est dit, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union africaine, créées respectivement par le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et l'acte constitutif de l'Union africaine sont fusionnés en une cour unique, instituée et dénommée la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Donc, en vertu du protocole de Sharm el-Sheikh, la Cour africaine des droits de l'homme disparaît et donne lieu à un nouveau-né qui s'appelle la Cour de justice et des droits de l'homme. Vous remarquerez que les peuples tombent. Les peuples, on les a oubliés dans cette affaire. Pourquoi on a fusionné les deux cours alors qu'elles n'ont rien à voir ensemble? Hein? À l'école primaire, on nous apprenait qu'on ne peut pas additionner des pommes de terre et des carottes. Hein? Là, on vient faire l'addition de pommes de terre et de carottes, ou de gobelets et de bouteilles, etc. Eh bien, l'argument principal était d'ordre financier. En quelque sorte, pour faire des économies budgétaires. On a fait la fusion entre les deux. L'absence de moyens personnels, de bureaux, etc., etc. Et les rédacteurs de Sharm el-Sheikh, du protocole de Sharm el-Sheikh, ont oublié que le protocole de 1998 prévoit son abrogation. Hein? Il n'est pas possible de l'abroger de cette manière. Et que pour être abrogé, le protocole de 98 requiert l'avis de la Cour. Or, lorsqu'on a rédigé le projet de Sharm el-Sheikh, personne n'a sollicité l'avis de la Cour et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec ce protocole. Alors la bonne nouvelle, c'est que le protocole de Sharm el-Sheikh, à ce jour, n'est pas entré en vigueur. Il a été ratifié seulement par 5 États. Alors que pour son entrée en vigueur, il nécessite 15 États. Si 15 États arrivent à le ratifier, à ce moment-là, ça va être le chamboulement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que imaginez-vous que ce protocole de Sharm el-Sheikh, alors que d'un point de vue juridique, il n'existe pas encore, puisque seulement il n'est pas entré en vigueur,
Ce protocole de Sharm el-Sheikh, non encore en vigueur, va être lui-même amendé avant son entrée en vigueur par un autre protocole. Nous avons une sédimentation de protocoles. Nous avons le protocole de 98, nous avons le protocole sur la Cour de justice de l'Union africaine, nous avons le protocole de Sharm el-Sheikh. Le protocole de Sharm el-Sheikh, encore brûlant, on vient proposer un nouveau protocole portant amendement du protocole de Sharm el-Sheikh par le protocole de Malabo du 27 juin 2014. Protocole de Malabo du 27 juin 2014. Vous me direz, que vient faire ce protocole de 2014? Pourquoi on amende un protocole qui n'est même pas entré en vigueur? C'est vraiment... le conseiller juridique de l'Union africaine, à ce moment-là, je ne sais pas dans quelle école de droit il est allé. Peu importe. Donc, les chefs d'État et de gouvernement, ils s'en foutent. Lorsqu'on leur présente un protocole, ils l'adoptent et ils passent. Alors, ce quatrième ou troisième protocole, comme vous le voulez, qu'est-ce qu'il vient faire? Alors, d'abord, bonne chose, il vient rétablir le volet droit des peuples. Et donc, la nouvelle juridiction s'appelle désormais la Cour de justice et des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Mais le plus curieux, c'est que le protocole de Sharm el-Sheikh, de Malabo, excusez-moi, vient ajouter à cette Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples une nouvelle compétence, une compétence pénale. Compétence pénale. C'est-à-dire que la Cour africaine sera non seulement une cour de règlement des différends entre les États membres de l'Union africaine lorsqu'ils ont des problèmes avec l'Union africaine. Ensuite, elle est chargée de la protection des droits de l'homme. Et voilà maintenant qu'elle doit juger les auteurs de crimes et de délits internationaux pénaux les plus graves, comme le génocide, etc., etc. Il y a plusieurs chefs de compétences. Vous me direz quel est le lien? En réalité, ce protocole de Malabo traduit l'absence d'une approche prospective et montre que souvent les États africains adoptent comme ça des protocoles pour répondre à un problème actuel, imminent, qui disparaîtra. À ce moment-là, en 2014, il y avait une grande bagarre entre certains pays africains et la Cour pénale internationale. Surtout avec les poursuites engagées contre le président du Soudan, Omar al-Béchir, et le président du Kenya, Kenyatta. Alors certains États africains, surtout le Soudan et le Kenya, ont dit que cette cour pénale internationale était une cour qui est faite seulement pour les Africains, elle ne poursuit que les Africains, etc., etc., que c'est une cour qui est en quelque sorte presque raciste, entre guillemets, et on a accusé la Cour pénale internationale de tous les maux. Je ne dis pas que la Cour pénale internationale est parfaite. Hein. Personnellement, j'ai beaucoup de critiques à l'égard de la Cour pénale internationale. C'est vrai que, aujourd'hui en tout cas, toutes les affaires concernent des États africains. Il y a eu des affaires qui ne concernent pas des États africains.
Mais à ce moment-là, l'Union africaine a demandé aux États africains qui avaient ratifié ou adhéré au statut de Rome de la Cour pénale internationale de se retirer de la Cour pénale internationale, et elle leur a dit, voilà, nous avons notre propre juridiction pénale internationale. Et l'apport fondamental du statut de Rome, qui est l'absence d'exonération en raison de la qualité officielle. La qualité officielle n'est pas exonératrice de la responsabilité pénale. Et c'est pour ça que devant la Cour pénale internationale, on peut poursuivre des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, etc., des gens officiels. Et le fait de dire que j'ai reçu l'ordre de tuer ou de faire un génocide, etc., ou de tuer sans procès équitable, eh bien, ça ne marche pas devant la Cour pénale internationale. Dans le protocole de Malabo, on vient et on dit que la qualité officielle est exonératrice. Et donc, on ne peut pas poursuivre les chefs d'État, les ministres, etc. Donc, on retourne en arrière, avec tous les progrès qui ont été faits par la justice pénale internationale depuis les tribunaux pénaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo, et avec la Cour pénale internationale ou le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour l'ex-Rwanda, etc., on revient au point de départ du droit international, en vertu duquel ceux qui ont une qualité officielle, notamment les chefs d'État et les ministres, bénéficient d'une immunité juridictionnelle internationale. Maintenant, il y a toujours quelque chose de bon. Le protocole de Malabo, jusqu'à maintenant, a été ratifié par aucun État. Même pas le Soudan et le Kenya. Pourquoi même pas le Soudan et le Kenya? Parce que, entre-temps au Kenya, le président Kenyatta a bénéficié d'un non-lieu de la part de la Cour pénale internationale. Deuxièmement, au Soudan, Omar Béchir a disparu. Troisièmement, les pays qui ont voulu se retirer, notamment l'Afrique du Sud, du statut de la Cour pénale internationale ont été bloqués par leur Cour constitutionnelle. L'Afrique du Sud a voulu se retirer, mais la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud leur a dit « vous ne pouvez pas le faire ». Et puis, seule la Gambie s'est retirée de la Cour pénale internationale, et tous les autres pays africains à qui on a demandé de se retirer ne l'ont pas fait. Cela vous montre que les décisions de l'Union africaine, très souvent, elles-mêmes, ne sont pas exécutées, et que le problème de l'inexécution ne concerne pas seulement les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on se retrouve avec le protocole relatif à la Cour de justice de l'Union africaine, qui est entré en vigueur, mais qui n'a pas été appliqué. Le protocole de la Cour africaine de 98, qui est entré en vigueur et qui est appliqué, le protocole de Charles Béchir et le protocole de Malabo. Voilà la cacophonie juridique qui existe. Maintenant, nous, on fonctionne comme si tous ces protocoles n'existaient pas, et seul aujourd'hui, ce protocole nous lie le protocole de 1998. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu son premier arrêt le 15 décembre 2009. 15 décembre 2009, dans l'arrêt Michelot Yugogombe, Y-O-G-O-M-B-A-Y-E. Michelot Yugogombe contre le Tchad. Dans cette affaire, M. Yugogombe,
qui est un ressortissant donc du Tchad, demandait la suspension de la procédure en cours engagée par le Sénégal concernant l'asile de l'ancien président chef d'État du Tchad, Hissène Habré. Cependant, dans cette affaire, la Cour a décidé qu'elle n'était pas compétente parce que l'État défendeur n'a pas fait la déclaration prévue par l'article 34, paragraphe 6 du protocole de Ouagadougou. Dans un premier temps, la Cour a reçu plusieurs affaires venant d'individus, venant d'ONG, mais la plupart de ces affaires ont été rejetées pour incompétence parce que d'une manière générale, elles ont été présentées contre des États qui n'avaient pas accepté la juridiction de la Cour. Il nous reste un petit quart d'heure, si vous voulez, pour qu'on avance un peu. Je parlerai très vite de la composition de la Cour. La composition de la Cour est identique à la composition de la Commission. Nous avons 11 juges ressortissants des États membres de l'Union africaine. Pratiquement les mêmes conditions sont exigées, c'est-à-dire compétences en matière de droits de l'homme, représentation géographique équitable et égalité des genres. Comme pour la Commission africaine, nous avons 2 ressortissants d'États appartenant à une même région, un homme et une femme. 2 pour l'Afrique du Nord, 2 pour l'Afrique de l'Est, 2 pour l'Afrique de l'Ouest, 2 pour l'Afrique centrale et 2 pour l'Afrique du Sud. Un homme et une femme. Cela fait 10. Le 11e poste étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un poste volant, un poste roulant, périodiquement. Il appartient à une région. Donc il arrive que vous trouvez qu'une région est représentée par 3, mais de manière périodique. Ces deux conditions de représentation géographique équitable sont prévues par le protocole lui-même, alors que l'égalité du genre a été instituée par l'Union africaine dans une décision postérieure. Le mandat des juges est un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. 6 ans, renouvelable une seule fois. Condition importante, lorsque une affaire est introduite contre un État qui est représenté par un juge sur le siège de la Cour, ce juge-là doit se récuser. Donc le juge qui porte la nationalité d'un État défendeur, et bien que le juge ne représente pas l'État, une fois élu, le juge est indépendant. Il n'est pas, personnellement, je ne suis pas représentant de la Tunisie. Je ne représente que moi-même. C'est individu personnel. Je ne suis pas le délégué de la Tunisie au sein de la Cour. Je suis Monsieur X, simplement. Je ne représente que moi-même. Je suis présenté par la Tunisie ou par un autre État. Les États votent, mais une fois que je suis élu, je me dégage de toute appartenance étatique. Mais la Cour africaine a prévu que lorsque une affaire est présentée contre un État qui compte sur le siège de la Cour, un national, ce national doit se récuser. C'est automatique. Donc, quand une affaire est présentée contre mon État, automatiquement, je ne siège pas dans cette affaire et je n'ai accès à aucun document de cette affaire. La Cour, à ce moment-là, fonctionne à 10. 6. Une affaire est présentée contre 2 États, la Cour va siéger à 9.
nous avons eu une affaire qui a été présentée contre 5 États ayant fait la déclaration, et donc la Cour a siégé à 7, ce qui est le quorum de la Cour. Si l'affaire a été présentée contre 6, la Cour n'aurait pas pu siéger, parce que la Cour ne peut pas siéger à moins de 7 juges sur le siège. Alors, d'une manière générale, cela dépend des équilibres politiques. Parfois, des juges sont renouvelés, parfois d'autres ne sont pas renouvelés. Peu importe, mais actuellement, voilà l'état du droit, 6 ans, renouvelable, une seule fois, et le juge national se récuse lorsque l'État dont il porte la nationalité est parti à une affaire. L'élection se fait par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En réalité, le vote a lieu au sein du Conseil exécutif de l'Union africaine, c'est-à-dire le Conseil qui réunit les ministres des Affaires étrangères. Une fois le vote a eu lieu au sein du Conseil exécutif, la décision formelle est prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Une fois élu, le juge prête serment. Avant d'entrer en fonction, le juge prête serment devant les autres juges pour accomplir ses devoirs en toute impartialité, en toute indépendance, en toute neutralité. Vous avez le texte du serment dans le protocole. Et de même qu'il y a un certain nombre d'incompatibilités. Incompatibilités entre la fonction de juge à la Cour africaine et certaines fonctions au sein de l'État. C'est que les juges de la Cour africaine, et je termine par là, les juges de la Cour africaine ne sont pas là de manière permanente, contrairement à la Cour européenne des droits de l'homme ou à la Cour internationale de justice ou à la Cour pénale internationale. C'est ce qui explique que je sois près de vous ce matin. Les juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples exercent leurs fonctions de manière partielle. La Cour africaine tient chaque année 4 sessions. Chaque session dure désormais 4 semaines. Nous avons une session au mois de mars, c'est la première session de l'année, une deuxième session au mois de juin, une troisième session au mois de septembre et une quatrième session au mois de novembre-décembre. La prochaine session, qui sera la 67e session, se tiendra du 7 novembre prochain jusqu'au 2 décembre. Et donc, si j'avais un peu de chance, Mme Clédis m'aurait convoqué pour le 7 novembre, je me serais trouvé totalement libéré du plaisir de vous avoir ce matin. Bon, je rigole sans plus, parce que j'aurais pu le faire par Internet, ce que je ferai jeudi, Joël. Hein, parce que vraiment, la circulation le matin, c'est à devenir fou. Donc, voilà donc comment se passent les choses. Donc, seul le président de la Cour est là-bas de manière permanente. Il est à Arusha de manière permanente, ça se comprend. Et actuellement, si l'un de ces multiples protocoles entre en vigueur, les juges seront permanents. Parce qu'évidemment, une fois ils sont en droit de l'homme, une fois ils sont en affaires générales, une fois ils sont en pénal, on ne sait pas comment ça va fonctionner. J'espère personnellement que ces autres protocoles n'entreront jamais en vigueur parce que c'est la meilleure manière de diluer la fonction de protection des droits de l'homme. Au lieu d'être la compétence essentielle, elle deviendra une compétence parmi tant d'autres. Alors, si vous le voulez bien, demain, on abordera les problèmes des compétences de la Cour, des conditions de recevabilité,
et un peu la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Je vous remercie infiniment. Le temps court, il nous reste à peu près 5 à 6 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vous demande de bien vouloir m'excuser pour avoir été très long et trop bavard. Merci. Une augmentation, oui. Il y aura une augmentation, je ne sais pas combien maintenant, vous pouvez voir les protocoles. Mais je crois que ça va devenir, dans le protocole de Malabo, je crois qu'il deviennent 24 et 3 chambres distinctes. Une chambre des affaires générales, une chambre des droits de l'homme et des peuples et une chambre pénale. Mais le nombre des juges, j'ai oublié combien. Vous pouvez le vérifier, ce n'est pas très grave. Oui? Monsieur, tout d'abord, je vous félicite pour cette intervention assez riche. Et ma question porte sur l'effectivité de la justice. C'est vrai que la commission, c'est un organe quasi quasi-juridictionnel, c'est-à-dire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'elles n'auront pas des décisions obligatoires. C'est pour cette raison que la Cour a été créée. Alors, monsieur, le Conseil exécutif, c'est le Conseil des ministres qui est responsable, d'après l'article 29 du Absolument. de suivi donc, des arrêts de la Cour. Absolument. Donc, comment on peut réaliser l'effectivité de la justice avec le contrôle du Conseil des ministres? Alors, je vais répondre partiellement à votre question aujourd'hui, pour ne pas la laisser sans réponse, parce que je vais aborder le problème de l'exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lors de ma prochaine intervention demain. En fait, en effet, le Conseil exécutif reçoit un rapport de la Cour africaine. Et dans ce rapport, la Cour africaine lui dit quels sont les États qui n'ont pas exécuté ou qui ont exécuté partiellement ces décisions. L'article 29 a prévu que c'est le Conseil exécutif, en effet, qui s'occupe de cette question. Mais il n'a pas prévu que le Conseil exécutif peut prendre des sanctions contre l'État qui n'a pas exécuté. Et encore une fois, on revient au problème de l'Afrique. Le Conseil exécutif, de manière générale, se contente, chaque résolution, vous pouvez les voir, chaque fois, chaque année, félicite la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour le travail qu'elle a accompli, blablabla, blablabla. Ensuite, invite les États qui n'ont pas encore ratifié le protocole, etc. Ensuite, réitère son invitation aux États qui n'ont pas encore fait la déclaration, de faire la déclaration, et enfin, invite les États qui n'ont pas exécuté les décisions. Non, non, même pas. Invite les États à exécuter les décisions. Par exemple, il ne dit pas invite le Nigeria ou le Burkina Faso ou quelque chose comme ça à appliquer les décisions. Pire encore, je vous le dirai demain, lors de discussions, il y a 2 ans, du rapport de la Cour, avant d'arriver au ministre, il passe par les ambassadeurs, il passe par un organe qui s'appelle le COREP. Le COREP, c'est le Conseil des représentants permanents. Alors, dans la discussion devant le COREP, on a demandé à la Cour de ne plus mentionner dans son rapport le nom des États. De ne pas dire le Nigeria n'a pas appliqué la décision de la Cour, la Tunisie a appliqué partiellement, là je ne sais qui, etc. On a demandé à la Cour de ne plus mentionner dans son rapport le nom des États. Et on leur a répondu, on ne peut pas le faire, car le protocole nous impose expressément, dans les articles 29 et 30,
de dire quels sont les États qui n'ont pas appliqué la décision. Alors, dans l'article 30, voilà, l'article 31, la Cour soumet à chaque session ordinaire de la conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des cas où un État n'aura pas exécuté les décisions de la Cour. On a répondu au ministre que c'est une obligation conventionnelle et que le COREP n'avait aucune qualité pour demander à la Cour de ne pas mentionner les États. Et on leur a dit, si vous voulez que l'on soit ainsi, modifiez l'article 31. Donc faites un amendement au protocole, ajoutez à notre protocole, on aura comme ça un 5e ou un 4e protocole, et cela se passera comme ça. Donc, je vous le dis dès maintenant, le problème fondamental qui aujourd'hui constitue un obstacle important à la Cour africaine des droits de l'homme, c'est notamment le problème de l'inexécution de ces décisions. Je pense vous avoir dit avant-hier que 7% seulement des décisions de la Cour ont été soit exécutées totalement, soit exécutées partiellement. Et qu'un seul État a exécuté totalement les 2 arrêts qui ont été rendus contre lui. Jusque-là, et d'une manière générale, comme la plupart des décisions ont été rendues contre la Tanzanie a appliqué partiellement certaines décisions, et puis à un certain moment, ils se sont énervés et ils ont retiré leur déclaration d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour africaine. Hier, le président Romy Abraham vous a parlé de la même réaction de certains États qui ont retiré leur déclaration de compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. Au niveau de la Cour africaine, je vous le dirai demain, aujourd'hui, il n'y a que 8 États seulement qui ont fait la déclaration et nous avons 4 États qui ont retiré leur déclaration à la suite de leur condamnation par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur, quand est-ce qu'on peut porter plainte devant une juridiction régionale et quand est-ce qu'on peut porter devant une juridiction internationale portant sur le même objet de protection? Je vous ai dit 2 conditions fondamentales. 1, l'épuisement de votre recours interne. D'abord, l'interne. Ensuite, le délai. Une fois qu'on a respecté ces 2 conditions, on peut porter le différend devant soit le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, soit le Comité contre la torture, soit la Cour africaine des droits de l'homme. Si on est européen, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si on est américain, devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, etc. Moi j'avais une question. Je pense que c'est la dernière, parce qu'il y a un cours après moi. Hein. C'est un panel des Ok, ma question sera très brève. Comment se situe la Cour africaine des droits de l'homme face aux juridictions sous-régionales qui s'érigent de plus en plus en protecteur des droits de l'homme, notamment la CEDEAO, la Cour de justice? Excellente question. Encore une fois, c'est le dialogue des juges. C'est le dialogue des juges. Il y a, en effet, un certain nombre de juridictions sous-régionales, et nous avons un ouvrage là-dessus, sur les juridictions sous-régionales africaines, qui ont compétence en matière de droits de l'homme. Et c'est le cas de la Cour de justice de la CEDEAO. Et qui a même compétence à l'égard de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et comme vous le savez, dans l'ordre juridique international, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes juridictions. De même qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les sources, il n'y a pas de hiérarchie entre les juridictions internationales. Et ce problème de la contradiction des jurisprudences s'est toujours posé. Par exemple, en matière de droit de la mer, un différend qui est soumis à la Cour internationale de justice ou un différend qui est soumis au tribunal international du droit de la mer. Il y a un certain nombre de principes qui ont été dégagés par la Cour internationale de justice qui peuvent ne pas être exactement les mêmes par le CIDR. Ça n'est pas arrivé encore. Même chose, à notre niveau, ce n'est pas arrivé encore. Mais pour éviter cela,
nous avons pris l'habitude d'organiser des séminaires communs avec nos collègues des juridictions sous-régionales. On a eu des réunions avec la Cour de justice de la CEDEAO, nous avons eu des visites à la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, on a eu une visite du tribunal, la juridiction commerciale et monétaire, rappelez-moi son nom. L'UMOA, exactement, etc. Mais il nous est arrivé, dans nos arrêts, de nous référer à la jurisprudence des autres juridictions, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. Et il nous est arrivé de refuser des requêtes parce qu'elles ont été réglées par une autre juridiction, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler demain. Alors pour demain, est-ce que je peux, avec la compréhension de ma collègue et amie, la professeure Noura Klinis, faire mon cours par voie d'Internet? Ça me résout vraiment un problème de circulation. D'arriver le matin, c'était affreux ce matin. J'ai quitté la Marsa à 8h moins quart. Vous avez vu, je suis arrivé à 9h précise ici. D'accord? Très bien. Donc vous m'enverrez un lien. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour vos questions. Demain, étant donné que c'est le dernier cours, peut-être qu'on prendra un peu plus de temps pour les questions et les réponses. Alors, ça va insister. J'espère la course régionale. Parce que vu que moi je suis dans l'éducation régionale, en fait, je ne suis pas sur les questions des droits de l'homme, mais il y a ceux qui s'érigent contre le fait que la Cour de justice. Pas l'ouvrage par les juridictions régionales et sous-régionales. Et encore une fois, on revient au problème de l'Afrique. Le Conseil exécutif, de manière générale, se contente, chaque résolution, vous pouvez les voir, chaque fois, chaque année, félicite la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour le travail qu'elle a accompli, blablabla, blablabla. Ensuite, invite les États qui n'ont pas encore ratifié le protocole, etc. Ensuite, réitère son invitation aux États qui n'ont pas encore fait la déclaration, de faire la déclaration, et enfin, invite les États qui n'ont pas exécuté les décisions. Non, même pas. Invite les États à exécuter les décisions. Par exemple, il ne dit pas invite le Nigeria ou le Burkina Faso ou quelque chose comme ça à appliquer les décisions. Pire encore, je vous le dirai demain, lors de discussions, il y a 2 ans, du rapport de la Cour, avant d'arriver au ministre, il passe par les ambassadeurs, il passe par un organe qui s'appelle le COREP. Le COREP, c'est le Conseil des représentants permanents. Alors, dans la discussion devant le COREP, on a demandé à la Cour de ne plus mentionner dans son rapport le nom des États. De ne pas dire le Nigeria n'a pas appliqué la décision de la Cour, la Tunisie a appliqué partiellement, là je ne sais qui, etc. On a demandé à la Cour de ne plus mentionner dans son rapport le nom des États. Et on leur a répondu, on ne peut pas le faire, car le protocole nous impose expressément, dans les articles 29 et 30, de dire quels sont les États qui n'ont pas appliqué la décision. Alors,
dans l'article 30, voilà, l'article 31. La Cour soumet à chaque session ordinaire de la conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des cas où un État n'aura pas exécuté les décisions de la Cour. On a répondu au ministre que c'est une obligation conventionnelle et que le COREP n'avait aucune qualité pour demander à la Cour de ne pas mentionner les États. Et on leur a dit, si vous voulez que l'on soit ainsi, modifiez l'article 31. Donc faites un amendement au protocole, ajoutez à notre protocole, on aura comme ça un 5e ou un 4e protocole, et cela se passera comme ça. Donc, je vous le dis dès maintenant, le problème fondamental qui aujourd'hui constitue un obstacle important à la Cour africaine des droits de l'homme, c'est notamment le problème de l'inexécution de ces décisions. Je pense vous avoir dit avant-hier que 7% seulement des décisions de la Cour ont été soit exécutées totalement, soit exécutées partiellement. Et qu'un seul État a exécuté totalement les 2 arrêts qui ont été rendus contre lui. Jusque-là, et d'une manière générale, comme la plupart des décisions ont été rendues contre la Tanzanie a appliqué partiellement certaines décisions, et puis à un certain moment, ils se sont énervés et ils ont retiré leur déclaration d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour africaine. Hier, le président Romy Abraham vous a parlé de la même réaction de certains États qui ont retiré leur déclaration de compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. Au niveau de la Cour africaine, je vous le dirai demain, aujourd'hui, il n'y a que 8 États seulement qui ont fait la déclaration et nous avons 4 États qui ont retiré leur déclaration à la suite de leur condamnation par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur, quand est-ce qu'on peut porter plainte devant une juridiction régionale et quand est-ce qu'on peut porter devant une juridiction internationale portant sur le même objet de protection? Je vous ai dit 2 conditions fondamentales. 1, l'épuisement de votre recours interne. D'abord, l'interne. Ensuite, le délai. Une fois qu'on a respecté ces 2 conditions, on peut porter le différend devant soit le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, soit le Comité contre la torture, soit la Cour africaine des droits de l'homme. Si on est européen, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si on est américain, devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, etc. Moi j'avais une question. Je pense que c'est la dernière, parce qu'il y a un cours après moi. C'est un panel des Ok, ma question sera très brève. Comment se situe la Cour africaine des droits de l'homme des peuples face aux juridictions sous-régionales qui s'érigent de plus en plus en protecteurs des droits de l'homme, notamment la CEDEAO, la Cour de justice? Excellente question. Encore une fois, c'est le dialogue des juges. C'est le dialogue des juges. Il y a, en effet, un certain nombre de juridictions sous-régionales, et nous avons un ouvrage là-dessus, sur les juridictions sous-régionales africaines, qui ont compétence en matière de droits de l'homme. Et c'est le cas de la Cour de justice de la CEDEAO. Et qui a même compétence à l'égard de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et comme vous le savez, dans l'ordre juridique international, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes juridictions. De même qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les sources, il n'y a pas de hiérarchie entre les juridictions internationales. Et ce problème de la contradiction des jurisprudences s'est toujours posé. Par exemple, en matière de droit de la mer, un différend qui est soumis à la Cour internationale de justice ou un différend qui est soumis au tribunal international du droit de la mer. Il y a un certain nombre de principes qui ont été dégagés par la Cour internationale de justice qui peuvent ne pas être exactement les mêmes par le CIDR. Ça n'est pas arrivé encore. Même chose, à notre niveau, ce n'est pas arrivé encore. Mais, pour éviter cela, nous avons pris l'habitude d'organiser des séminaires communs avec nos collègues des juridictions sous-régionales. On a eu
des réunions avec la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons eu des visites à la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. On a eu une visite du tribunal, la juridiction commerciale et monétaire. Rappelez-moi son nom. L'UMOA, exactement, etc. Mais il nous est arrivé, dans nos arrêts, de nous référer à la jurisprudence des autres juridictions, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. Et il nous est arrivé de refuser des requêtes parce qu'elles ont été réglées par une autre juridiction, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler demain. Alors pour demain, est-ce que je peux, avec la compréhension de ma collègue et amie, la professeure Noa Klinis, faire mon cours par voie d'Internet? Ça me résout vraiment un problème de circulation. D'arriver le matin, c'était affreux ce matin. J'ai quitté la Marsa à 8h moins quart. Vous avez vu, je suis arrivé à 9h précise ici. D'accord? Très bien. Donc vous m'enverrez un lien. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour vos questions. Demain, étant donné que c'est le dernier cours, peut-être qu'on prendra un peu plus de temps pour les questions et les réponses. Bonjour. Ça va assister. J'espère la course régionale parce que vu que moi je suis dans l'éducation régionale, en fait je ne suis pas sur les questions des droits de l'homme, mais il y a ceux qui s'érigent contre le fait que la Cour de justice. Pas mal d'ouvrages dans les juridictions régionales et sous-régionales.